C'est le 4e centenaire du déclenchement de la guerre de 30 ans, survenue en 1618, qui va nous fournir, chers téléspectateurs, la matière de notre émission d'aujourd'hui. L'événement est tout à fait considérable. Il va commander dans une large mesure l'évolution ultérieure de l'Europe moderne à partir du milieu du XVIIe siècle. Il est donc légitime de nous tourner vers cet épisode majeur de l'histoire européenne. En réalité, qui possède divers aspects. Il s'agit d'abord d'une crise allemande qui apparaît comme l'héritière des guerres de religion du siècle précédent, mais cette crise va ensuite s'élargir à l'Europe entière, avec en toile de fond la compétition entre la France des Bourbons et la monarchie habsbourgeoise, la maison de Habsbourg, présente à Madrid et à Vienne. Il s'agit de savoir qui aura l'hégémonie sur l'Europe en cette période de son histoire. La guerre de 30 ans durera donc de 1618 à 1648. Elle se conclura sur les traités de Westphalie, mais elle se prolongera encore pendant 11 ans, puisque l'affrontement entre la France et l'Espagne va perdurer jusqu'en 1659, la paix des Pyrénées. Mais il s'agit là d'une autre histoire. Pourquoi le déclenchement de ce conflit? L'Allemagne, l'Empire germanique, l'Empire de Charles Quint, avait été affecté au XVIe siècle, comme d'autres régions d'Europe, par la crise religieuse née de l'essor du luthéranisme. Cela avait débouché sur un certain nombre d'affrontements qui s'étaient terminés globalement à l'avantage de l'empereur Charles Quint, et l'affaire avait paru réglée avec l'accord conclu à Augsbourg en 1555 qui actait en quelque sorte la division de l'Allemagne entre protestants et catholiques. Ensuite, cette coexistence entre les deux religions a été compliquée par deux éléments. D'une part, l'essor de la contre-réforme catholique, tout à fait dynamique en Allemagne, principalement en Allemagne du Sud, et d'autre part, l'essor du calvinisme, plus radical que le luthéranisme, qui s'est lui-même étendu dans certains États, certaines principautés allemandes, notamment dans le nord du pays. Donc un conflit religieux à l'origine. En effet, les différentes parties se sont organisées. Les protestants, inquiets de la réaction catholique, ont constitué une union évangélique à laquelle a répondu dans le camp catholique une sainte ligue dont le chef naturel était l'empereur. Déjà, on avait craint que la guerre n'éclate à diverses reprises. L'affaire de Donauwörth en 1606 avait débouché sur des affrontements entre catholiques et protestants. Le duc de Bavière était intervenu dans cette affaire au nom de la cause catholique. L'affaire de Clèves et de Juliers a failli déclencher une guerre européenne qui aurait peut-être éclaté si Henri IV n'avait pas été assassiné en 1610. Mais ce n'était que reculer pour mieux sauter, car il est une région où tout allait démarrer, et bientôt c'est la Bohême. La Bohême qui avait été jadis une terre d'hérésie à l'époque de Jean Hus, qui était devenue une terre protestante pour une bonne part au cours du siècle suivant. Une Bohême qui bénéficiait d'un certain nombre de libertés, d'autonomie. Tout cela avait été acté par l'empereur Rodolphe II, qui avait, par une lettre de majesté accordée en 1609, octroyé justement à la Bohême une assez grande autonomie sur le plan religieux. Mais cela ne suffisait pas aux protestants, mécontents d'être sous la coupe d'un empereur catholique, et c'est ainsi que l'on va aboutir en 1619
1618, au fameux épisode de la défenestration de Prague, quand deux représentants de l'empereur, Martinis et Slavata, sont jetés par la fenêtre justement du palais de Prague par les nobles tchèques révoltés contre leur souverain. C'est le point de départ donc de la crise. Un gouvernement insurrectionnel se met en place à Prague. Le fait que l'empereur Ferdinand II succède à ce moment-là à son oncle Mathias radicalise encore plus les positions. C'est un défenseur farouche de la cause catholique. La guerre donc commence sur ce terrain, nouvel épisode des guerres de religion que l'Allemagne a déjà connu au siècle précédent, avec une dimension dynastique. Les protestants révoltés vont demander à l'électeur palatin, Frédéric, d'accepter la couronne de Bohême, ce qui évidemment était un défi lancé à l'empereur de Vienne. Et l'affaire pouvait même prendre une dimension européenne, puisque cet électeur palatin était le gendre du roi d'Angleterre, Jacques Ier Stuart. La guerre va donc démarrer, une guerre particulièrement cruelle, une guerre avec des armées de mercenaires composées d'aventuriers, une guerre qui va être marquée par l'ampleur des pillages et des destructions, avec des chefs de guerre qui apparaissent en Allemagne, un peu l'équivalent de ce qu'avaient été les condottieri italiens au siècle précédent, hein, des figures comme celle de Mansfeld, de Tilly, de Wallenstein bien sûr, de Bernard de Saxe-Weimar, une guerre menée avec des moyens encore relativement archaïques, peu d'artillerie, une tactique qui reste très élémentaire. Il faudra l'éruption dans le conflit du roi de Suède Gustave Adolphe pour que les choses changent de nature. Dans un premier temps, les succès sont au rendez-vous pour l'empereur. L'empereur Ferdinand va d'abord remporter en novembre 1620 une grande victoire aux alentours de Prague, la victoire de la Montagne Blanche, hein, qui est un échec au contraire, à l'inverse, pour les dissidents protestants, une victoire qui va ouvrir les portes de la reconquête de l'Allemagne protestante. Hein. Frédéric, l'électeur palatin, est privé de son siège électoral dans le collège désignant l'empereur, ce qui fait qu'il n'y a plus sur 7 électeurs que 2 protestants, ce qui renverse le rapport de force en faveur du camp catholique. La majeure partie de l'Allemagne du Nord va être de fait reconquise au cours des années suivantes, malgré l'intervention du roi de Danemark, lui aussi protestant, Christian IV, mais les Danois sont vaincus par Tilly, par Wallenstein, les principaux généraux au service de l'empereur. Et les Danois sont contraints de signer le traité de Lübeck en 1629, qui marque en quelque sorte la victoire du camp impérial. L'empereur entend bien remettre en cause les libertés, les autonomies qui avaient été accordées aux protestants, mais il entend même remettre en cause ce qui avait été décidé lors de la paix d'Augsbourg. En effet, il va promulguer un édit de restitution qui prévoyait le retour à l'Église catholique des biens qui avaient été sécularisés par les princes protestants dissidents au siècle précédent. Il avait la volonté, l'empereur, d'unifier l'Allemagne sous son autorité, d'y établir une monarchie forte sur le modèle des monarchies qu'on appellera absolues qui visent à s'installer dans d'autres pays d'Europe à l'époque. Alors à ce moment-là, il y a un pays qui s'intéresse à l'évolution des choses allemandes, qui se préoccupe de ses ambitions habsbourgeoises, c'est la France. La France où Richelieu vient d'arriver aux affaires en 1600.
24, Richelieu qui va contribuer notamment par l'action de son agent, le père Joseph, à l'échec de la diète de Ratisbonne, où l'empereur cherche à imposer ses vues aux protestants vaincus. Eh bien, la France, en sous-main, va soutenir le camp protestant, à la grande colère d'ailleurs du parti dévot en France, au nom de la lutte contre les ambitions des Habsbourg. L'empereur va faire quelques concessions quand même. Il va écarter Wallenstein, son meilleur général, licencier une bonne partie de son armée, mais cela ne va pas suffire pour rétablir les choses, d'autant que, encore une fois, la France, sur le terrain diplomatique, mène, avant d'en venir à la guerre ouverte en 1635, la guerre couverte, fondée sur une diplomatie très active dans l'espace allemand. 1630, la France s'allie à la Suède du jeune roi Gustave Adolphe, c'est confirmé au traité de Berval dans 1631, et ça c'est une affaire importante puisque la Suède dispose d'une armée extrêmement efficace, animée par une foi luthérienne extrêmement forte. C'est une armée moderne, bien équipée, bien armée, avec une artillerie, avec une cavalerie très mobile, et surtout avec un chef, un jeune roi de 37 ans, le Lion du Nord, Gustave Adolphe, qui va se révéler un redoutable chef de guerre. Alors, quand les troupes impériales mettent à sac la ville de Magdebourg, l'indignation est grande dans le camp protestant et Gustave Adolphe va mener en Allemagne une véritable campagne, d'abord victorieuse. Il est victorieux à Breitenfeld en 1631 des troupes impériales, il pousse vers la Bavière, arrive même jusqu'à Munich, au point de menacer peut-être Vienne, la capitale impériale. À ce moment-là, l'empereur va se sentir obligé de rappeler son meilleur général, Wallenstein, qui va reprendre l'initiative, reconquérir la Bohême perdue. Et comme en 1632, Gustave Adolphe est tué à Lutzen, eh bien, la chance bascule de nouveau du côté impérial. L'empereur qui doit s'inquiéter aussi des vues, des ambitions de Wallenstein, qui va être assassiné par un de ses capitaines, peut-être parce qu'il faisait un peu d'ombre aux ambitions du souverain. En tout cas, les choses vont sembler s'arranger pour l'empereur, qui va conclure la paix de Prague avec l'électeur de Saxe, l'un des leaders, l'un des chefs du camp protestant. On va atténuer un peu l'édit de restitution pour acheter la paix. Tout semble en mesure de rentrer dans l'ordre à partir de cette date. Mais la même année 1635, eh bien, un nouvel acteur intervient, c'est la France, qui déclare à ce moment-là la guerre à l'Espagne alliée aux Habsbourg de Vienne. Une guerre qui va s'étendre puisque l'année suivante, l'Autriche, les Habsbourg d'Autriche vont déclarer la guerre à la France à leur tour, ce qui fait que la guerre là maintenant change en quelque sorte de nature. Il s'agit de savoir si l'Europe sera ou non sous l'hégémonie de la maison de Habsbourg, ce qu'avait rêvé Charles Quint au siècle précédent, et ce à quoi s'était opposée la France des Valois. Et de ce point de vue, Richelieu continue la politique des prédécesseurs de Louis XIII et d'Henri IV. Alors, Richelieu a-t-il voulu, dans cette affaire, profiter de la situation pour donner à la France ses frontières naturelles, comme on l'affirmera plus tard? La réalité de certains passages de son testament reste discutée. En tout cas, il a cherché à donner des frontières plus sûres, et notamment du côté de l'Est. Il a incontestablement poussé la France en direction du Rhin, car il savait bien que c'était à l'Est et au Nord que ses frontières pouvaient apparaître les plus fragiles. Et Richelieu va se donner les moyens militaires de sa politique, en se dotant d'une armée de 100 000 hommes, en concluant des alliances avec certaines puissances protestantes, comme les Provinces-Unies, style à ce moment-là à l'Espagne. Il va s'entendre avec l'un des chefs de guerre du camp protestant, Bernard
de Saxe-Weimar, qui va combattre maintenant pour la France. Il va conclure, renouveler plutôt l'alliance avec la Suède par le traité de Compiègne, s'entendre également avec certaines puissances catholiques comme la Savoie, par exemple, hein, et mettre ainsi en place une alliance en mesure de réduire à néant les ambitions habsbourgeoises. Ça commence mal. 1636, c'est l'année de Corbie, la ville de Picardie tombe aux mains des Espagnols, la place de Saint-Jean-de-Losne aux portes de la Bourgogne à partir de la comté espagnole est menacée aussi par les Espagnols. Saint-Jean-de-Luz est assiégé également, mais tout bascule, Corbie est reprise, Saint-Jean-de-Losne réussit à se défendre, Gallas, le général impérial, est obligé de renoncer. C'est le prélude à des succès plus décisifs. Les Français vont s'emparer de Hesdin en 1639, d'Arras l'année suivante, de Bapaume en 1641. Dans l'ensemble, les choses basculent, changent au profit des Français. La prise de Brissac sur la rive droite du Rhin par Bernard de Saxe-Weimar témoigne justement de cet ascendant que prend désormais le royaume des Bourbons. En même temps, l'Espagne de Philippe IV connaît des difficultés. Du côté du Portugal, qui retrouve son indépendance en 1640, après avoir été occupé par l'Espagne. Également du côté de la Catalogne, où Barcelone se révolte avec les encouragements des Français, qui s'emparent d'ailleurs à ce moment-là de Perpignan, dans le Roussillon, qui fait partie à ce moment-là du territoire espagnol. On peut penser que les choses vont changer avec la mort de Richelieu en décembre 1642, suivie par celle de Louis XIII au mois de mai suivant. Effectivement, l'initiative revient à l'Espagne. À partir des Pays-Bas, elle envoie ses troupes menacer Paris. Mais là, en mai, le 19 mai, à Rocroi, le jeune duc d'Enghien, le futur Grand Condé, remporte une victoire décisive sur les tercios espagnols qui avaient fait trembler l'Europe depuis plus d'un siècle. Hein. C'est le signe d'un déclin désormais inéluctable de la puissance espagnole. Une défaite espagnole de grande ampleur. Les Espagnols perdent 24 canons, 170 drapeaux, plus de 7000 tués. La victoire de Rocroi est un moment décisif dans l'évolution de la situation. Mazarin a succédé à Richelieu aux affaires. Il veut jouer davantage sur la diplomatie que sur la guerre, mais celle-ci n'en continue pas moins. Turenne est engagé en Alsace contre le général impérial Mercy. Il est vainqueur à Fribourg, à Nordlingen, à Susmarshausen en 1648, ce qui lui ouvre la route du Danube et la possibilité de marcher sur Vienne. Comme les Suédois, nos alliés, sont en même temps à Prague, l'empereur va être dans ces conditions obligé de traiter, d'autant que dans le même temps, eh bien, Condé, le duc d'Enghien est devenu Condé à la mort de son père, eh bien, est victorieux à Lens. Et cela débouche tout naturellement sur les traités de Westphalie, les traités de Münster et d'Osnabrück. Hein. L'empereur, encore une fois, est contraint de traiter. On avait commencé à négocier en Westphalie depuis 1644, avec deux envoyés français, le comte d'Avaux et Abel Servien, qui vont se révéler de très habiles diplomates. Et le 24 octobre 1648, la paix va intervenir entre l'Empire et la France. Quel est le bilan du conflit? Un échec des ambitions impériales des Habsbourg. La division religieuse de l'Allemagne est maintenue, l'autorité impériale se trouve affaiblie, et au contraire, la France et la Suède apparaissent comme les grandes gagnantes de cette situation nouvelle. Le fils de l'électeur palatin retrouve son rang d'électeur, hein, ce qui, malgré tout, maintient quand même une majorité catholique dans le collège électoral, mais surtout, ce qui est important, c'est que dans une Allemagne morcelée, divisée, les ambitions des Habsbourg sont désormais réduites à néant. Richelieu a
mis en œuvre, et Mazarin après lui, la politique définie initialement, maintenir la division des Allemagnes, évidemment au pluriel. Hein. La France, elle, voit confirmer la possession des 3 évêchés de Metz-Thoulet-Verdun qui a été occupée depuis Henri II. Elle récupère la majeure partie de l'Alsace, sans Strasbourg encore, hein, mais elle est maintenant présente directement sur le Rhin. La Suède, elle, commence à faire de la Baltique le lac suédois qu'espérait Gustave Adolphe. La grande perdante de tout cela, c'est l'Allemagne, complètement dévastée, largement dépeuplée, qui a connu la guerre, la famine, la peste, avec un effondrement démographique majeur. Cette Allemagne qui, de ce fait, va se retrouver la proie de toutes les manœuvres diplomatiques ensuite et va se trouver durablement affaiblie au cœur de l'Europe. C'est exactement ce qu'avait voulu Richelieu. Cela dit, la guerre n'est pas terminée puisqu'elle va se poursuivre avec l'Espagne jusqu'en 1659, jusqu'à la paix des Pyrénées, paix victorieuse également pour la France et point de départ du déclin des Habsbourg d'Espagne. Alors nous allons parler aujourd'hui d'un ouvrage tout à fait considérable dans tous les sens du terme. Il s'agit du Dictionnaire du conservatisme, publié sous la direction de Frédéric Rouvillois, Christophe Boutin et Olivier Dard, qui est parmi nous. Hein, un ouvrage considérable, près de 1100 pages, qui paraît aux éditions du Cerf. C'est un dictionnaire avec 250 notices, je crois. Hein, une centaine d'auteurs ont participé à sa réalisation. C'est un ouvrage qui va apporter une très riche matière à la réflexion politique, à la réflexion idéologique, hein, sur un thème qu'on emploie, un terme pardon qu'on emploie beaucoup, hein, conservatisme. Or, c'est souvent avec des sauces extrêmement différentes. Donc, nous allons essayer, avec Olivier Dard, de clarifier un petit peu la question et surtout de rendre compte de la richesse tout à fait exceptionnelle de cet ouvrage. Hein. Alors d'abord, sur le plan pratique, sur le plan technique, comment avez-vous conçu et réalisé cet ouvrage, encore une fois monumental, puisque près de 1100 pages, je l'ai dit, 250 entrées. Pourquoi ce dictionnaire du conservatisme? Pourquoi la forme d'un dictionnaire et dans quelles conditions avez-vous travaillé? Alors, 3 questions, cher Philippe Conrad. Alors d'abord, dans quelles conditions on a travaillé? Pourquoi est-ce qu'on a fait ce dictionnaire? Parce que, au départ, c'est une idée, disons-le, de Frédéric Rouvillois, qui, depuis un moment, y avait pensé, mais cette idée qui avait germé a été validée, en quelque sorte, par les éditions du Cerf au début de l'année 2017. Ce qui signifie que nous avons réalisé ce dictionnaire en quelques mois, dans des délais records, car la condition qu'avait posée l'éditeur était une parution du livre à l'automne 2017. Ce qui fait que, bon, nous avions évidemment commencé un petit peu à réfléchir à la question, mais on a vraiment beaucoup travaillé et les auteurs ont beaucoup travaillé avec nous. Alors, comment s'y prendre pour faire un dictionnaire de ce type? On a d'abord commencé à mettre sur le papier, si vous voulez, un certain nombre de notices, un certain nombre d'entrées, et ensuite, fort classiquement, nous avons fait appel à des collaborateurs pour rédiger ces entrées. Alors des collaborateurs qui sont essentiellement des universitaires, mais pas seulement. Nous avons tenu à intégrer dans ce dictionnaire un certain nombre d'essayistes, de journalistes, etc., qui ont écrit eux-mêmes récemment des livres importants liés à cette thématique. Alors ça a été, je dirais, la démarche de fond. Pourquoi le conservatisme? Parce que, effectivement, c'était un terme dont on commençait à parler ou à reparler,
Et il nous est apparu important de pouvoir disposer en France d'un outil de ce type, car j'apprendrai ou je rappellerai à nos téléspectateurs qu'il n'existe dans le monde que 2 dictionnaires du conservatisme. Un en Allemagne, un autre aux États-Unis, qui sont à la fois sensiblement différents de ce que nous avons produit. Il y a évidemment des éléments communs, mais c'est la première fois en France qu'il existe un dictionnaire sur le conservatisme et que le conservatisme est pris au sérieux. Oui, parce que le conservatisme est un objet largement non identifié pour le grand public cultivé. C'est un terme, je le disais, qui est mis un peu à toutes les sauces. Comment distinguer le conservatisme de la réaction? Comment le distinguer d'autres formules politiques comme le nationalisme ou le fascisme, par exemple? C'est un terme également porteur d'une charge négative. Absolument. Pour toute une partie de l'opinion ou des auteurs, hein, puisque le conservatisme est assimilé, encore une fois, à la réaction, à la droite, au refus du progrès. Mais malgré tout, c'est un terme, dans le contexte de guerre sémantique générale à laquelle nous sommes confrontés, c'est un terme qui est réapparu. Absolument. Et qui s'est en quelque sorte relégitimé sans qu'on sache très bien ce que l'on peut mettre derrière ce terme. D'où l'utilité, d'où l'intérêt d'un travail de réflexion de ce type. Alors, pourquoi dictionnaire du conservatisme? Certains auraient pu attendre de vous, étant donné votre spécialité. Je le rappelais, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne, spécialiste de l'histoire des droites. Nous vous avons reçu il y a quelque temps pour la réédition du romantisme fasciste de Paul Ceran. On aurait pu attendre un dictionnaire des droites, par exemple. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un jour. Voilà. Alors, quelle serait, selon vous, la spécificité de ce conservatisme? Qu'est-ce qui l'identifie? Qu'est-ce qui le distingue de manière claire de mouvances idéologiques plus générales ou proches de lui? Alors, vous posez effectivement des questions essentielles. Par rapport à l'image du conservatisme, j'ajouterais juste un mot à tout ce que vous avez dit et que je valide, c'est qu'en plus le conservatisme est associé à l'idée d'immobilisme. Et que parfois d'ailleurs on peut employer le mot conservatisme ou conservateur aussi bien pour qualifier la CGT défendant les services publics qu'un certain nombre de défenseurs de la famille. Donc il y a vraiment dans l'usage courant des définitions multiples ou des approches multiples, en général extrêmement péjoratives. Et pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait justement un dictionnaire des droites? Mais pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur la notion de conservatisme? C'est pour essayer au fond de comprendre, de permettre aussi à nos lecteurs de comprendre et nous-mêmes de comprendre pourquoi ce terme de conservatisme, qui au XIXe siècle était un terme revendiqué, assumé par toute une partie du monde intellectuel et politique. Je rappellerai qu'aux élections de 1885, c'est l'Union conservatrice qui échoue, certes face aux Républicains, mais qui échoue d'assez peu. Et pourquoi, au fond, ce terme de conservatisme, de conservateur, a totalement disparu du paysage politique et intellectuel français, alors qu'il est très répandu ailleurs. Oui, dans le dictionnaire, on a des entrées sur l'Allemagne, sur la Grande-Bretagne, les États-Unis. En Angleterre, il a quelque chose d'institutionnel. Absolument, absolument. Ouais. Alors, on s'est trouvé, si vous voulez, devant une situation un petit peu particulière, qui était celle de savoir si, au fond, il n'aurait pas existé de conservatisme en France, ou, pour reprendre une formule que nous avons employée dans l'introduction, si, au fond, il n'y aurait pas en France quelque chose comme une sorte de conservatisme caché. C'est-à-dire un conservatisme qui n'oserait pas dire son nom, des conservateurs qui n'oseraient pas se réclamer du conservatisme, mais si le mot est caché, est-ce que la chose n'existe pas? D'où le souci qui a été le nôtre, au fond, d'écrire une histoire sur plus de 2 siècles. Oui, et la matière effectivement est riche. Hein. Je vois par exemple que vous avez une entrée consacrée au général de Gaulle. Alors, conservateur ou pas le général de Gaulle? Il faudra lire. Les choses sont très ambiguës. L'entrée d'Arnaud Tessier. Alors, je dois dire que effectivement, il y a par rapport au général de Gaulle, par rapport à d'autres figures. Nous avons travaillé sur des notions, on a travaillé aussi sur des figures. Voilà. Le souci, à chaque fois,
d'inscrire, comment dire, les définitions, ou plutôt les définitions du conservatisme, justement, sous un sens en quelque sorte d'ambivalence. C'est-à-dire que, pourquoi a-t-on choisi le moyen du dictionnaire? Pourquoi n'a-t-on pas essayé d'écrire une histoire du conservatisme? Classique, oui. Parce qu'en réalité, nous n'en sommes absolument pas au temps de la synthèse. Et j'ajouterais que ce qui est intéressant avec le dictionnaire, et la méthode du dictionnaire, c'est que ça permet justement d'être davantage analytique et de montrer, pour un certain nombre de cas, toutes les ambivalences. Et dans le cas du général de Gaulle, c'est tout à fait frappant. Il y a des dimensions chez de Gaulle, même si les gaullistes ou les anti-gaullistes d'ailleurs ne l'admettraient pas forcément facilement, qui relèvent bien entendu d'une histoire du conservatisme à la française depuis des décennies et des décennies, avec toute une culture qui était celle du général, à commencer par une culture littéraire, politique, etc. Et en même temps, entre guillemets, il y a évidemment chez de Gaulle, ou chez les gaullistes d'ailleurs, d'autres aspects. Et c'est vraiment le souci qui est le nôtre, de montrer qu'il y a dans ce conservatisme, au fond, une forme de plasticité. Parce que vous avez un certain nombre d'entrées autour de thèmes un peu inattendus, ou en tout cas qui interpellent, pour reprendre une formule à la mode. Je pense par exemple au conservatisme progressiste. Oui. Et voilà qui peut surprendre votre lecteur, parce qu'a priori, le conservateur, il n'est pas acquis à l'idée de progrès qui a été portée par les Lumières et le scientisme du 19e siècle. Qu'en est-il de ce conservatisme progressiste et où le voit-on s'incarner chez nous? Justement, c'est une très bonne question, si je puis dire. C'est que dans le cas français, c'est ça qui est tout à fait fascinant, revenons un instant à ce que je disais à propos des élections de 1885, de l'échec des conservateurs. Les conservateurs, au moment de l'affaire Dreyfus, ou ceux qui pouvaient au fond être les héritiers du conservatisme, ne vont plus se nommer conservateurs. Et ils vont choisir de se nommer, au fond, progressistes. Progressiste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement vouloir intégrer à leur discours, à l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes, l'idée qu'ils sont capables d'être dans le mouvement. Alors qu'en réalité, quand on regarde l'histoire du conservatisme, ce que le conservatisme n'est pas, c'est un immobilisme. Le conservateur, à la fois, cherche, bien entendu, à marquer son lien avec un certain nombre de permanences sur la tradition, l'identité, etc. Mais le conservateur, en même temps, prend la mesure que, évidemment, l'histoire évolue et qu'il s'agit, par conséquent, non pas de refuser toute évolution, mais d'essayer de s'adapter à ces évolutions en essayant de garder au fond ce qui est considéré comme l'essentiel. Et dans tout le débat sur le conservatisme se pose régulièrement la question de savoir conserver, mais pour conserver quoi? Et simplement, dans le cas français, effectivement, nos républicains progressistes, qui ensuite vont devenir les modérés de l'entre-deux-guerres, vont d'un côté peuvent être analysés par les historiens comme une forme d'héritage d'une partie du conservatisme, effectivement, du 19e siècle, mais ce conservatisme, il ne le revendique pas. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est sans doute aujourd'hui que le terme de conservatisme refait effectivement surface. Mais je rappellerai d'un mot, cher Philippe, et vous le savez parfaitement, le mot de droite aujourd'hui, qui est revendiqué, encore récemment par les républicains, y compris les constructifs, les ex-républicains devenus constructifs. Il y a 30 ans, tous ces gens n'auraient jamais voulu, admis, pouvoir être considérés comme de droite, c'est l'adversaire qui les désignait. Et je dirais qu'il y a quelque chose d'un peu comparable avec l'histoire du conservatisme. C'est effectivement un point très intéressant. Je me rappelle d'ailleurs très précisément à quel moment ce mot s'est de nouveau légitimé, si l'on veut. C'est aux élections de 1978, aux élections législatives. Auparavant, on parlait de majorité présidentielle, et le mot droite était effectivement complètement tabou, y compris à l'époque gaulienne. Absolument. Et là, il y a eu un retour. Là, il a fallu pratiquement une trentaine d'années après la guerre pour que la droite, en tant que terme politique,
et de nouveau droit de cité. Et avec le conservatisme, on peut considérer qu'on a quelque chose d'un petit peu comparable, sachant qu'il y a aussi pas mal de confusion avec le néoconservatisme d'inspiration américaine, mais on assiste à un retour là, sur le terrain sémantique d'une idée, d'un concept qui avait disparu du paysage. Hein. Alors il y a une autre entrée qui a retenu mon attention, c'est celle d'anarchisme conservateur. Là aussi, voilà de quoi surprendre le lecteur. J'entends bien. Alors, il y en a même d'autres qui peuvent les surprendre également sur le conservatisme de gauche, etc. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on a essayé de montrer à travers donc ces entrées un peu thématiques, ou certaines figures, on a par exemple une entrée sur Michel Audiard, par exemple. Voilà, je me doute que vous avez vu ça. Non, mais pour montrer qu'on n'est pas seulement dans les grands auteurs, on n'est pas seulement dans les grands auteurs politiques. Mais ce qui nous a intéressé, c'est aussi de réfléchir justement à travers cette question du conservatisme et à partir notamment d'exemples étrangers sur la question qui se posait de savoir quoi conserver. D'où l'intérêt en particulier d'une réflexion sur, entre guillemets, le conservatisme de gauche. C'est bien sûr tout ce qui concerne Jean-Claude Michéa, bien entendu, mais c'est aussi, par exemple, le cas de George Orwell. Quand on relit aujourd'hui 1984, le livre d'Orwell, alors bien sûr, on peut interpréter Orwell et dresser le portrait d'un Orwell vu de gauche, c'est l'hommage à la Catalogne, etc. C'est incontestable. Mais en même temps, ce qui est très intéressant chez Orwell et dans ce qu'il décrit dans 1984 sur la catégorie des prolétaires, ce qu'il écrit ailleurs sur ce qu'il appelle la common decency, c'est au fond qui sont les conservateurs qui cherchent à conserver au fond un monde d'hier et considérer que l'évolution mène à l'abîme. Ce sont effectivement des catégories qu'on n'imaginerait pas forcément sous le label en quelque sorte conservateur, mais qui ont ce souci d'assurer effectivement la transmission, la permanence qui est au cœur du projet du conservatisme. Alors, il y a une question qui vient naturellement quand on évoque justement ce camp conservateur ou ces idées conservatrices, c'est la relation avec la tradition catholique, avec l'Église catholique. Car là, il peut y avoir là aussi des ambiguïtés entre des nostalgies réactionnaires et puis le conservatisme proprement dit. Qu'en est-il sur ce point, d'après vous? Tout à fait. Alors, le conservatisme, je disais tout à l'heure que c'est une notion plastique, c'est en même temps une notion écartelée du point de vue politique, entre effectivement la réaction, le libéralisme, le fait que le conservateur peut parfois être pris d'ailleurs pour cible par les deux, trop compromis pour les réactionnaires, trop réactionnaire pour les libéraux, c'est une vieille histoire. Par rapport au catholicisme, je crois que ce qui est un des éléments sans doute les plus intéressants dans cette histoire prise dans la durée, c'est le rapport à l'économie et au social. C'est toute l'histoire du catholicisme social, revisitée, bien entendu, par les encycliques pontificales, et revisitée par toute l'histoire du corporatisme. Bon, on a des entrées, effectivement, sur Albert Demain, sur le corporatisme, etc., qui ont, à mon sens, un intérêt tout à fait particulier par rapport à aujourd'hui, qui montrent que le conservatisme n'est pas assimilable au libéralisme, et surtout pas au règne du marché, n'est pas assimilable non plus, bien sûr, à l'étatisme, mais il y a dans ce catholicisme social et dans ce conservatisme, effectivement, d'imprégnation catholique, le souci, en même temps d'ailleurs que le socialisme au XIXe siècle, de proposer une alternative au libéralisme marchand. Et ça, je crois qu'à l'échelle d'aujourd'hui, c'est un élément important, et on voit bien qu'un certain nombre de milieux catholiques sont en train de redécouvrir actuellement un héritage qui effectivement était sans doute un petit peu passé de mode avec la montée du catholicisme progressiste au XXe siècle. Et alors comment interprétez-vous dans cette perspective l'importance, l'influence de ce qu'a été la Manif pour tous? Je crois que la Manif pour tous
a été sans doute, alors là, les historiens de l'avenir le diront sans doute, on a des entrées d'ailleurs autour de ça, de sens commun, etc. Je pense que ça a été un tournant très important. Un tournant très important d'abord parce que les appareils n'ont rien vu venir, et en particulier à droite, parce que toute une génération s'est retrouvée mobilisée, et qu'une culture, effectivement, ressurgit. Alors ressurgit, pardon, excusez-moi, avec des références qui, sans avoir été oubliées complètement, étaient quand même moins présentes, de Bernanos à Peggy, etc. Et un certain nombre de thématiques qui me paraissent extrêmement importantes, pour reprendre le titre d'ailleurs d'une revue qui paraît aujourd'hui, émanant de toute cette jeune génération, qui est la revue Limite. La question des limites est fondamentale dans le conservatisme, et cette question des limites, on la trouve bien entendu par rapport à un discours conservateur sur la Révolution française, sur le refus de la table rase et donc sur le refus du totalitarisme, car le conservateur refuse les totalitarismes, communistes bien sûr, mais également national-socialistes de l'autre. Ça, je crois que c'est un élément important. Mais on retrouve aussi cette question de la limite par rapport à tous les débats qui sont des débats très contemporains, et en particulier, bon, je le dis parce que c'est moi qui ai fait l'entrée, le sujet m'intéresse beaucoup, la question du transhumanisme. Oui, voilà. On est au cœur, me semble-t-il, de la question du conservatisme et de ce qui est souvent posé, que doit-on conserver? On en est à un point où la conservation aujourd'hui, c'est sans doute la conservation de l'homme. Alors ça a l'air très pompeux de dire ça, mais je crois que c'est une réalité, et donc ça montre à quel point poser la question du conservatisme est important. Et ça peut permettre de penser aussi que le conservatisme, nouvelle manière, peut avoir de beaux jours devant lui, étant donné les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Je pense qu'il y a une possibilité. Alors maintenant, ce livre, si vous voulez, doit être compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire au départ, effectivement, vous l'avez dit, une somme universitaire qui apporte, je crois, beaucoup de choses d'abord à la connaissance, au débat contemporain. Oui. Maintenant, il est évident que si un certain nombre de gens veulent se former à cette pensée conservatrice, ils ont, me semble-t-il, à travers ce volume, de quoi nourrir leur réflexion et de futures lectures. Il y a une matière à réflexion, effectivement, tout à fait considérable. Alors, à travers ce terme conservateur, on se retrouve, en approfondissant les choses, confronté à un certain nombre de séquences historiques ou de phénomènes. Je pense notamment à deux choses, le néoconservatisme américain et puis la révolution conservatrice allemande des années de l'entre-deux-guerres. Alors, comment ces deux phénomènes-là viennent-ils s'inscrire dans la tradition conservatrice? Est-ce qu'ils ne sont pas en rupture avec elle sur un certain nombre de plans? Alors, j'insisterai sur deux choses. La première, c'est que révolution conservatrice allemande, donc c'est l'Allemagne des années 1920, le conservatisme américain, ce sont deux exemples qui sont effectivement largement traités ici, mais qui, évidemment, sont des exemples étrangers et qui renvoie à des contextes qui sont des contextes nationaux. Mais en même temps, et c'est tout l'intérêt du conservatisme, et c'est ce qu'on a aussi essayé de montrer, c'est qu'on est dans une logique en même temps d'une histoire transnationale, où bien sûr la révolution conservatrice est sans doute, et au départ, quelque chose de profondément allemand, mais avec bien entendu des ramifications ailleurs. Alors, dans le cas de la révolution conservatrice allemande, de quoi s'agit-il? C'est mon collègue et ami Michel Grunewald qui a fait l'entrée, qui est un spécialiste de Müller-Vandenbroek. Il s'agit véritablement de poser pour cette Allemagne du début des années 20 la question de la conservation d'un héritage rapporté aux mutations de la Première Guerre mondiale. Et de ce point de vue, les révolutionnaires conservateurs allemands, qui sont aussi les jeunes conservateurs allemands, vont prendre sur eux d'affirmer le défi, l'importance du défi du conservatisme par rapport à la modernité et à la technique, de façon sans doute plus abrupte et plus en phase avec l'air du temps que leurs correspondants français. Car dans cette révolution conservatrice allemande, il y a bien sûr des gens comme Müller-Vandenbroek, Junger, etc. La révolution conservatrice américaine, c'est tout autre chose. Ça nous amène quelques décennies plus tard, à l'époque réganienne. Et là, il y a, pour une part, effectivement, l'héritage d'un conservatisme américain, dont parle fort bien Nicolas Kessler dans le livre, mais il y a aussi
l'héritage d'une sorte de néolibéralisme, ou d'une forme de néolibéralisme qui est né en France d'ailleurs, en 1938, à l'occasion d'un grand colloque international qui était le colloque Lippmann, où on croisait Hayek, on croisait Raymond Aron, etc. Mais dans le cadre de la révolution conservatrice américaine, qui a été célébrée en France notamment par un essai de Guy Sormand, ce qui compte beaucoup, c'est la question du néolibéralisme, la question du marché, etc. C'est-à-dire une espèce d'alliance, d'alliage, qui en France évidemment est difficile à, pas forcément à comprendre, mais qui n'a pas évidemment d'équivalent entre un certain nombre de logiques religieuses et de logiques économiques liées au marché. Il n'y a pas du tout la dimension anthropologique qu'il y avait dans la révolution conservatrice allemande. Non, c'est deux choses. Des années 20. Voilà, c'est-à-dire que voilà, tout à fait différentes. Le terme conservatisme là recouvre des réalités qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors ça nous amène la révolution conservatrice allemande a posé la question du rapport, de manière générale, entre le conservatisme et globalement le fascisme ou le national-socialisme dans le cas de l'Allemagne, parce que pour les adversaires, on a tendance à mettre tout ça dans le même sac, et en réalité, il y a à l'inverse des distinctions importantes à établir entre les deux choses. Alors, pour balayer d'un mot la question, qui est compliqué, mais des révolutionnaires conservateurs allemands par rapport au national-socialisme, il est clair que même ceux qui vont pouvoir considérer en 1933-1934 qu'ils pourraient éventuellement trouver une place dans le nouveau système, vont être rapidement marginalisés. Un certain nombre d'entre eux sont partis dès le départ, et ceux qui sont restés ou qui ont essayé de chercher à s'intégrer se retrouvent marginalisés. Alors, par rapport au fascisme italien, ce qui est très intéressant, c'est que ça renvoie évidemment à la définition du fascisme. Ça renvoie à la définition du fascisme, et dans ce conservatisme italien, dans ce fascisme italien, pardon, on peut considérer, bien entendu, qu'il y a une petite partie des conservateurs que l'on va trouver autour des monarchistes, parce que le fascisme italien se veut extrêmement large, mais la matrice, pour être clair, du fascisme italien, ce n'est pas le conservatisme. C'est la gauche socialiste. C'est la gauche socialiste. Mussolini, combiné avec les effets de la Première Guerre mondiale et le nationalisme qu'elle a engendré. Et le souci aussi de créer un homme nouveau. Et bien sûr. Ce qui n'est pas la logique du conservatisme, bien entendu. Du conservatisme. Merci beaucoup Olivier Dard pour ces réflexions particulièrement éclairantes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, ouvrage réalisé sous la direction de Frédéric Rouvillois, Christophe Boutin et vous-même Olivier Dard, le dictionnaire du conservatisme aux éditions du Cerf.